C'est où? Bonsoir, bienvenue pour cette conférence d'HEC Défense and Space. On a ce soir l'honneur de recevoir l'amiral Vandier, major général des armées. Merci beaucoup pour votre présence ce soir. Étudiant d'HEC, ancien de l'école, membre du club défense alumni. Merci de vous être mobilisé pour être parmi nous ce soir. Ce soir, on a l'immense privilège de recevoir l'amiral Vandier, qui est rentré dans les armées il y a maintenant... vos 36 ans de service, 37 peut-être, cette année même. Vous rentrez à l'école navale, reçu premier au concours, dont vous sortez major. Vous aviez rejoint l'armée parce que vous vouliez être pilote, et donc vous choisissez de voler suite à l'école navale. Vous êtes déployé sur de nombreux théâtres d'opération, la première guerre du Golfe en 91. Vous irez ensuite en Bosnie, en Afghanistan. Vous prendrez différents postes de commandement, notamment celui du Charles de Gaulle, dont vous avez été le pacha. Vous serez ensuite nommé chef d'état-major de la marine, avant de devenir major général des armées. Et c'est un immense honneur pour nous de vous recevoir ce soir à HEC, dans cette école où on forme les futurs dirigeants. Je pense que beaucoup dans cette salle ont à apprendre de vos leçons de commandement, de toutes ces années passées à diriger des hommes et des femmes. Merci encore de nous faire l'honneur de votre présence ce soir. Je vous prie d'accueillir. Je suis vraiment très content d'être chez vous. C'est la première fois que je viens à HEC. J'ai donné à Polytechnique, c'est pas très loin d'ici. Mais voilà, HEC, c'était la première fois. Je dis pas que j'aurais rêvé le faire, mais presque. Voilà, je suis vraiment très heureux de venir devant vous. Et d'abord, je voudrais vous dire, vous avez de la chance. En fait, vous avez de la chance non seulement parce que vous êtes dans une école prestigieuse. J'ai demandé à ChatGPT, c'est quoi les grandes qualités de Polytechnique. Bon, il m'a fait un truc nickel en disant, ouais, c'est une école dans laquelle on a super réseau, super prof, super machin, super conférence. Voilà. Vous avez de la chance surtout parce que vous commencez votre vie professionnelle à un moment qui, du haut de mon expérience, est vraiment un moment très particulier de l'histoire de notre planète. Et donc vous avez de la chance parce que pendant des années, les choses n'ont pas bougé, et là maintenant, elles bougent. Et elles bougent très très vite, et je vais y revenir. Alors il y a un côté terrifiant de ce qui se passe dans certains domaines. C'est vrai qu'on pourrait broyer pas mal de noir, mais c'est aussi plein d'opportunités. Et donc vous êtes de la génération de ceux qui vont devoir faire des trucs. Pendant des années, on a profité de ce que les gens avaient fait avant. Et là, maintenant, vous êtes la génération de devoir faire des trucs. Vous allez devoir construire ou reconstruire. Mais donc, c'est un moment vraiment important. Ça ne va pas être une sinécure, vous allez voir. Je vais vous faire un peu voyager dans mon exposé. Ça va demander de l'intelligence, mais ça, vous en avez. De la clairvoyance, c'est un peu plus dur, parce que ça suppose d'avoir beaucoup d'humilité et de se questionner régulièrement, se dire, est-ce que je fais les bonnes choses? Moi, je passe ma vie, major général, à dire aux gens, ce n'est pas bien faire les choses, c'est faire les bonnes choses qui est important. À chaque fois, je leur dis, mais pourquoi vous ne faites pas autre chose? Ils disent, non, mais on fait tout bien. Ce n'est pas bien faire les choses, c'est faire les bonnes choses. Et ça, c'est vous, des futurs patrons, vous devez tout le temps vous poser la question. Faire les bonnes choses. Et puis, ça va demander de l'anticipation dans un monde qui va devenir très chaotique, ce qui est pas du tout une sinécure, parce qu'on passe son temps à imaginer des choses, beaucoup n'arrivent pas. Mais plus on a pensé à des choses qui pourraient arriver, plus on a de chance que ce qui se passe, c'est au moins un truc auquel on a réfléchi. Voilà, donc anticipation. Et puis, dernier point, c'est ce qu'on appelle, nous, dans l'armée, de la force morale. C'est-à-dire que pour vous, c'est de la cohésion. Je pense que vous êtes une génération, je vais y revenir, vous avez été éduqués dans un monde très individualiste, alors qu'en fait, les forces, dans les moments qui ne vont pas, c'est la force de cohésion. C'est faire à plusieurs, compter sur les autres. Et puis du courage. Voilà, le courage. J'ai failli... en fait, je me suis dit quel niveau d'agressivité j'allais avoir pour venir vous parler. Et j'ai relu hier soir le dialogue ça s'appelle l'éloge du courage, la fin du courage, le discours de Harvard de Solzhenitsyn. Voilà, lisez-le, vous allez voir, ça arrache bien. Voilà. Alors mon premier point,
C'était un peu vous parler de l'ordre international, pour vous faire un peu de géopolitique. Et mon premier point, ça s'appelle du dérapage au tête à queue. Je pense qu'on est dans un moment de tête à queue de l'ordre international. Alors vous l'avez dit, j'ai commencé ma carrière opérationnelle au lendemain de la guerre froide. En fait, je suis rentré à la Baille, à l'école navale, je suis promo 87, donc c'était encore la guerre froide. Tout le monde tremblait. Il ne faut pas oublier que de 75 à 85, ça a été un moment de pic de tension nucléaire entre l'Union soviétique et l'Occident. C'est la guerre des euromissiles, etc. Tout ça, c'est bien loin, vous n'avez pas connu, mais c'est un moment où tout le monde avait peur que ça dégénère. Et puis, là, pof, chute du mur, effondrement de la Russie, et ma première opération, la guerre du Golfe, et on a fait une guerre dans un contexte où c'était inenvisageable, en fait, avant la chute du mur. Parce que finalement, c'était la guerre mondiale. Et donc, on a fait la guerre mondiale sans la guerre mondiale. Donc, on était dans le Golfe Persique. Moi, je me souviens, il y avait 4 porte-avions américains. Il y avait 10 000 sorties de l'armée américaine par jour d'avions. 10 000 sorties. C'était considérable. Il y avait des avions partout, des F-117, des F-111, des Tomcat, etc. Enfin, ça volait de partout. C'était incroyable. Et donc, ça a préfiguré, en fait, c'était le premier coup d'un grand cycle que j'appelle le cycle des opérations extérieures, le cycle de l'interventionnisme occidental, où en fait, de 91 à cette année, grosso modo, il y a 2 ans, on peut dire, ça s'est terminé avec l'évacuation de Kaboul par les Américains à l'été 21. C'est 30 ans d'opérations extérieures. On a utilisé les outils de la guerre froide, donc des outils militaires très sophistiqués, pour finalement écraser des mouches. C'est-à-dire pour balancer des bombes guidées laser sur des mecs en moto, pour courir derrière des djihadistes qui se sont fort bien battus, notamment en Afghanistan, qui avaient des Kalachnikov, des lance-roquettes, et qui étaient insaisissables sur les réseaux sociaux et qui finalement sont très très bien battus. Et donc ces 30 ans de ce cycle, en fait, a été un cycle géopolitique important, je vais vous en dire quelques mots. Et aujourd'hui, la machine s'est vraiment enrayée. Ce cycle-là, je pense qu'il est vraiment derrière nous. Le monde post-guerre froide, quand le mur de Berlin s'est effondré, tout le monde a cru en Occident que les valeurs morales de l'Occident avaient triomphé. On était meilleurs que les dictateurs. Et donc, finalement, c'est là où j'en reviens au discours de Harvard, parce que le discours de Harvard, il a été fait avant la chute du mur. Et donc, si vous le lisez, vous comprendrez ce qui se passe aujourd'hui. C'est-à-dire que Solzhenitsyn, quand il est parti de l'enfer du Goulag et qu'il est arrivé aux États-Unis, il a dit, en fait, vous ne vous rendez pas compte, vous êtes en train de dilapider votre capital moral, démocratique, les médias, etc. En fait, mais quelques années plus tard, quand le mur s'effondre, en fait, on dit on a gagné. On a gagné. Et donc, les Russes, de leur côté, et j'ai rencontré un ancien ambassadeur de Russie en France des années 90, qui avait fait une conférence, et il disait, vous les Occidentaux, vous avez fait une erreur, vous avez cru que vous aviez gagné, en fait, c'est juste nous qui nous sommes effondrés. Et donc, la suite du match, c'est aujourd'hui. La deuxième chose auquel on avait cru, on a cru très très fort que le commerce résoudrait les problèmes politiques résiduels. Et ça, c'est une croyance extrêmement forte. On a cru que l'augmentation sans fin de la richesse dans un monde sans frontières ouvrirait la voie vers la croissance infinie et la paix éternelle. C'est une vieille fable, ça s'appelle le doux commerce de Montesquieu. C'est de croire qu'en fait, parce qu'on fait du commerce, en fait, on a la paix. Parlez-en aux Libanais. Les champions du commerce dans le monde, aujourd'hui, ils n'ont plus de pays. Leur armée, ils sont payés, les soldats des armées libanaises sont payés 200 € par mois. Les mecs du Hezbollah sont payés 2000. Voilà, il n'y a plus de pays. Et donc c'est aujourd'hui cette fable du doux commerce qui nous a irrigués pendant des années. Et d'une certaine manière, après l'échec de la communauté européenne du charbon et de l'acier, vous vous souvenez l'histoire de la France qui veut, etc. Et bien finalement, on s'est dit, l'Europe politique naîtra de l'Europe économique. Et aujourd'hui, vous voyez où on en est. On n'y est pas du tout, du tout, du tout. Voilà, on n'y est pas du tout. Et donc c'est cette fable en fait qui est aujourd'hui en train de se terminer. Et c'est pour ça que vous allez rentrer dans un monde intéressant. En fait, on pourrait dire il y a 3 choses. Le libéralisme économique ne produit pas la démocratie. Et si vous voulez, vous prenez l'exemple de la Chine. Ils sont dans une logique assez libérale sur le plan économique. Bon, c'est quand même très contrôlé, mais ça n'a pas du tout généré de la démocratie. Bien au contraire. C'est-à-dire qu'ils ont utilisé les outils du GAFAM de contrôle de masse pour contrôler leur population qui est complètement verrouillée. Deuxième chose, l'interdépendance économique n'empêche pas la guerre. Et ça, on y a cru beaucoup. Alors, c'est le cas du gaz des Allemands. Ils ont cru que parce qu'ils achetaient du gaz aux Russes, tout irait bien. En fait, non. Mais c'est une vieille idée. En 1910, le prix Nobel de la paix est accordé au Bureau international permanent de la paix, qui dit, compte tenu du niveau d'interdépendance économique en Europe, il n'y aura pas de guerre. De 1910. Super.
Et puis dernier point, mais ça c'est un peu derrière nous, on l'a cru très longtemps que l'exemplarité du désarmement empêcherait la guerre. On continue à le croire. Vous avez peut-être entendu parler du TIAN, le traité d'interdiction des armes nucléaires. C'est des gens qui pensent qu'en se désarmant, on empêchera les conflits. Exemple, le Rwanda. Ils n'ont pas d'armes nucléaires, ils ont fait 1 million de morts. On se bat avec des pelles, voilà. On se battra avec des drones fabriqués dans des garages. Ce que je veux dire, c'est que c'est vraiment l'hérésie totale de croire qu'on résout les problèmes d'équilibre politique en enlevant les armes. Les armes nucléaires existent parce qu'il y a des déséquilibres et que des gens voulaient les combler. Et tant que les déséquilibres existeront, il y aura des armes. Donc il ne faut pas confondre la fin et les moyens. Voilà, donc vraiment cette période où, par exemple, on a cru pouvoir faire un désarmement nucléaire, en fait, on s'est vraiment planté. Et vous pourrez voir dans l'histoire, là, vous étiez déjà né, mais Global Zero, Obama en 2008, et puis toute cette volonté de dire on va enlever les armes. Souvent, je le dis, il y a des gens qui me disent oui, il faut arrêter de faire des armes. Je dis oui, on va arrêter de vendre des parapluies, il arrêtera de pleuvoir. C'est un peu la même chose, quoi. Et depuis 2008, on peut dire qu'il y a une véritable accélération de ce désordre. Souvenez-vous, le refus de la ligne rouge d'Obama en 2008 pour bombarder la Syrie. Vous étiez, je ne sais pas dans quelle classe vous étiez à l'époque, 2008. Vous avez quel âge? Comment? Vous êtes en grande section, donc ça n'existait même pas encore. Donc vous vous souvenez, enfin, je vous la raconte, hein, c'est en 2008, la Syrie pousse son avantage dans la zone rebelle, et Obama dit qu'il va y avoir une ligne rouge, c'est l'emploi des gaz chimiques. Et Obama emploie les gaz chimiques, et en fait les États-Unis ne rentrent pas dans le conflit. Voilà. C'est le moment où on comprend que les limites, bah ouais, c'est les limites, c'est pour les autres, c'est pas toujours pour soi. Et puis donc ensuite, en 2014, c'est l'invasion de la Crimée pendant l'été, et puis celle de l'Ukraine en 2022. Il est bon de rappeler que l'Ukraine, c'est la première guerre conventionnelle en Europe menée par les Russes depuis la Seconde Guerre mondiale. Qu'avant, il y a eu des coups, Prague, etc. Mais là, c'est une guerre. Mon homologue anglais me disait, j'ai rencontré il y a 15 jours à Berlin, il me disait, on estime aujourd'hui que c'est de l'ordre de 300 000 hommes russes qui ont été disabled, comme on dit, c'est-à-dire soit morts, soit blessés, qui ne seront pas capables de retourner au combat. 300 000. Pour vous donner un chiffre, en Afghanistan, dans les années 80, ils ont perdu 20 000 hommes. Et c'est ça qui a fait disjoncter, ça a participé au disjonctage de l'Union soviétique. 300 000, et c'est pas fini. Aujourd'hui, vous avez entendu parler, on est quasiment à un semi-blocage du détroit Bab-el-Mandeb, au sud de la mer Rouge. Donc toutes les grandes compagnies de porte-containers font le tour, avec des impacts sur les supply chains qui sont déjà tendus, qui sont assez négatifs, et puis de renchérissement du coût du conteneur, qui est passé de $2 000 à 6 000 à 7 000 maintenant le prix du conteneur. Alors, 3 caractéristiques actuelles du cycle dans lequel on est rentré. D'abord, c'est la vitesse du changement, qui est extrêmement rapide et qui met nos systèmes politiques en état de sidération. Alors, je vais vous raconter une petite histoire. Donc, je sors de l'IHEDN, c'était en 2016, et on me met au cabinet du chef d'état-major de la marine de l'époque, et on rédigeait le livre blanc, la revue stratégique. Donc, c'était en 2017, pour le président Macron. Et donc, c'était Arnaud Danjean, qui est devenu député européen, qui était chargé par le président de rédiger ce truc-là. Et donc, on était tout un staff autour en train d'essayer d'imaginer quels étaient les enjeux stratégiques qui étaient devant nous. Et je me souviens très bien, dans cet exercice de prospective, on nous avait dit ouais, mais vous ne pouvez pas trop en mettre parce que, en fait, sinon, on va croire que vous voulez de l'argent, vous voulez militaire. Donc, en fait, il faut juste détarer le niveau de prospective, parce que sinon, voilà, oulala, il va se passer plein de trucs. Et donc, on avait tordu les curseurs, on avait dit oui, voilà, on avait réduit le temps, on avait réduit l'intensité de ce qui pouvait se passer. Et donc, le hasard a fait que 3 ans plus tard, j'étais dans le cabinet de Florence Parly, et on fait l'actualisation de la revue stratégique. Et donc, je vais voir le directeur de cabinet, et je lui dis, bah, tu vois, on a pris la revue stratégique, là, et j'ai rayé tout ce qui s'était déjà passé. Voilà. Et bien, la revue stratégique, tu peux la mettre à la poubelle. Voilà, donc 3 ans, profondeur de champ de la compréhension des choses, 3 ans. Voilà. Et on a recommencé avec la réaction du président. Vous pouvez la télécharger sur Internet et vous allez voir la très faible profondeur de temps de cette affaire-là. Et je pense que, d'abord, penser l'impensable, c'est dur. 2, ça fait peur, donc on n'a pas envie. Et 3, se dire que ça pourrait coûter de l'argent, on ne veut pas. Donc en fait, on s'est vraiment borné l'espace de réflexion. Donc vitesse du changement rapide, sentiment de sidération. La deuxième caractéristique de cette époque, c'est la remise en cause des dogmes. C'est-à-dire que ce qu'on a cru valide pendant 30 ans, ça explose comme des bulles de savon un matin.
Et c'est ça qui est terrifiant pour les gens. Donc je vais vous en donner un exemple. On a signé une convention d'interdiction des armes chimiques mondiale. Il y a une organisation dont le siège est aux Pays-Bas, qui a d'ailleurs, dont les Russes ont essayé de pirater le siège, notamment via les réseaux Wi-Fi. Et donc, depuis, on a des expériences d'utilisation d'armes chimiques quand même assez balèzes. Donc, je voulais parler de la Syrie, la Ghouta, où il y a quand même quelques centaines, voire pas loin du millier de gens qui ont été mis par terre par des gaz. Vous avez à Londres, enfin, vous avez l'affaire de Skripal. Donc, vous avez un opposant russe qui, un matin, s'est réveillé avec du Novichok, qui est un neurotoxique ultra puissant, tant et si bien qu'il y a quasiment un quartier qui a été bloqué pendant des semaines pour vérifier qu'il n'y avait pas d'autres gens qui vont mourir. Vous avez le fils de Kim Jong-un qui s'est fait, pareil, au Novichok, je crois que c'est un aérogare quelque part au Sri Lanka ou un truc comme ça, ou peut-être à Bangkok. Et puis, vous avez Navalny, l'opposant Navalny. Vous avez l'ancien président russe qui a bouffé du polonium, ukrainien qui avait bouffé du polonium. Enfin voilà, les armes chimiques. Les traités aujourd'hui sont devenus pareil des trucs, des chiffons de papier. C'est un ambassadeur en 1913 qui parlait de l'accord de neutralité de la Belgique. Il disait c'est un chiffon de papier. On est revenu à ce moment-là. Typiquement, pour vous donner un exemple, le mémorandum de Budapest, c'est le traité qui avait acté le fait que l'Ukraine, devenue indépendante après la chute du mur, rendait les armes nucléaires soviétiques à la Russie, avec un engagement de la Russie, du Royaume-Uni et des États-Unis sur la garantie d'intégrité des frontières de l'Ukraine. Mémorandum du Budapest, 2014, terminé. Et donc ceux qui assuraient les garanties, à savoir les Américains, les Anglais, ont dit on va négocier. Voilà, on va voir. Vous voyez où on en est. Troisième remise en cause de dogme, la sanctuarisation agressive avec des armes nucléaires. C'est-à-dire que le traité de non-prolifération nucléaire donne des garanties dites négatives de sécurité de la part des États détenteurs. C'est-à-dire qu'on dit j'ai des armes nucléaires, mais c'est pour me protéger, c'est pas pour attaquer. Les Russes attaquent et disent maintenant c'est à moi. Donc si vous en prenez à moi, c'est mes intérêts vitaux, donc vous êtes sous la menace de mon nucléaire. Ce que Poutine a dit à J3 de l'attaque en Ukraine. On a des attaques balistiques, parvenir. Vous avez des attaques sur le droit de la mer en Chine, à Taïwan, aux Philippines, où il y a une espèce de guerre navale entre les milices, les gardes-côtes et les pêcheurs. Et puis, d'une manière générale, l'ensemble des textes fondateurs de l'architecture de sécurité sont en cours d'extinction. Donc aujourd'hui, si on prend l'Europe, le traité sur les forces nucléaires conventionnelles, les forces nucléaires intermédiaires, donc il y a une des races de missiles qu'on n'avait pas le droit de construire. Les Américains sont sortis au motif que les Russes avaient violé. Les Russes disent donc c'est les Américains qui voulaient sortir parce qu'ils en avaient besoin pour construire des armes contre les Chinois. Enfin, bref, il n'y a plus ce traité. Donc maintenant, on a des missiles de plus de 500 km, alors qu'on avait dit qu'on n'en ferait pas. Les discussions sur la réduction des armes nucléaires sont complètement au point mort. Le traité sur les forces conventionnelles en Europe, c'est fini. Le chimique, c'est fini. Enfin, vous voyez, tous les rideaux de sécurité du droit international ont pété les uns après les autres. Et puis, dernière caractéristique du temps actuel, c'est un réarmement considérable qui a commencé au milieu des années 2000, notamment en Chine, qui fait que le ramp-up de croissance militaire est juste dingue. Je vais vous donner quelques exemples. En 2023, la Chine a dépassé le nombre de bateaux de l'US Navy. Si on accepte les porte-avions, ils ont plus de bateaux que l'US Navy. Donc ils sont devenus la première marine mondiale en termes numériques. Et dans 2035, ils feront 2 fois la marine américaine. Vous imaginez un monde où la marine américaine n'est plus la première marine mondiale. Enfin, moi, je n'ai jamais connu ça. Vous allez le connaître. Et vous allez voir que ça va être un peu moins facile. Mais vous le prenez, des pays comme la Turquie, par exemple, va avoir 2 porte-avions. Ils construisent le 2e. Et on doit, au fait qu'ils aient un peu pactisé avec les Russes, avec des batteries solaires S-400, de ne pas avoir le F-35. Sinon, ils auraient 2 porte-avions avec des F-35, comme les Anglais. Turquie, avec tous les problèmes que ça pose avec la Grèce. Mais vous avez d'autres pays qui sont en train d'équiper à tour de bras. Vous avez le Japon qui a la peur au ventre et est en train de faire tourner sa planche à billets pour acheter américain de manière considérable. Et pendant ce temps-là, nous, toutes ces années, de 90 à 2017, on a passé notre temps à réduire. Moi, je suis rentré dans une armée en 87 qui a perdu la moitié de son matériel, la moitié de ses effectifs. On était 75 000 quand je suis rentré dans la marine, on est 34 000 aujourd'hui. On avait 2 porte-avions, on n'a plus qu'un. On avait 15 sous-marins, on n'a plus que 6, etc., etc., etc. Et donc le paradoxe, c'est que l'OTAN, qui est devenue très grande, qui s'est beaucoup élargie, a le territoire le plus grand de son histoire, avec les armées les plus petites pour le défendre.
de son histoire. Donc c'est quand même assez particulier. Et donc dans ce réarmement, ce qui est en train de changer la donne, et c'est là aussi c'est intéressant pour vous, c'est que en fait il y a des transgressions, ou en tout cas des mutations technologiques très fortes, qui sont en train de changer complètement la donne des armements. C'est ce que j'appelle les GPTs, c'est les General Purpose Technologies. C'est qu'en fait aujourd'hui, ce que vous avez dans la poche, à savoir votre téléphone, en fait est un outil de combat. C'est-à-dire que vous avez la géoloc, vous avez des comms, vous avez donc de la connectivité radio, vous avez une puissance de calcul qui est aujourd'hui supérieure au programme Apollo. Vous avez dans votre téléphone plus que le programme Apollo, des mémoires considérables, génération d'images, et puis toutes les suites logicielles qui peuvent tourner. Et donc vous pouvez faire la reconnaissance d'images, vous pouvez faire plein de trucs. Et donc c'est en fait un système de combat, ce truc-là. Donc vous programmez un téléphone sur un drone, vous faites plein de trucs, vous embarquez l'IA dans un drone que vous avez acheté à la FNAC, quoi. Donc c'est cet effet d'entraînement qui est en train de se produire et dans pas mal de domaines. Donc je voulais parler des drones, mais on peut parler dans le cyber. Aujourd'hui, l'IA va permettre de coder des virus comme jamais, et de manière très efficace, avec un espèce de match entre l'épée et le bouclier. Et puis dans l'espace, on pourra en parler. Aujourd'hui, le New Space, pour vous donner l'ampleur de ce qui est en train de se passer, le prix du kilo en orbite, la navette spatiale, vous n'étiez pas né quand elle a arrêté, parce qu'elle a pété 2 fois, $50 000. Sur Ariane 5, c'est $8 000. SpaceX, $2 000. Et la grosse fusée là, de Musk, $200. $200 le kilo. Donc n'importe quel abruti, au fond de son garage, va pouvoir inventer une charge utile de satellite. Et la balance est pour voir. Et donc le monde des services spatiaux va complètement changer. Voilà ces 3 caractéristiques. Alors, qu'est-ce qui se passe, si vous voulez? Pourquoi ça a changé, en fait? Pourquoi ça a changé? Moi, je vous livre un peu une théorie. Alors, c'est comme toutes les théories, hein, ça se critique. Mais je pense que fondamentalement, nous sommes à une époque où nous voyons revenir les externalités négatives de notre développement. Donc ça, je pense que vous savez très bien ce que c'est que des externalités négatives. C'est-à-dire qu'en fait, tout ce qu'on a rejeté en disant, en fait, on s'en fout, c'est pas grave, en fait, ça nous revient comme une balle de Jokari dans la figure. Et donc, les externalités négatives, si je vous les liste, alors, je vais commencer par un truc simple, le climat. Le climat, c'est quand même un truc où on a dit, on verra, on s'en fout. Bon, là, maintenant, on est avec des problèmes de densité de CO2 et de désordre climatique et de désordre dans la biosphère, etc., qui sont quand même considérables, qui fichent bien la trouille. Vous n'êtes pas très loin d'ici, sur le plateau de Saclay, il y a Madame Masson-Delmotte, qui est la numéro 2 du GIEC. Quand vous l'entendez, vous achetez un vélo, quoi. Vous n'allez pas prendre des vacances en avion aux Bahamas. Donc ça, c'est externalité négative, le climat, mais vous avez des externalités négatives sociales. Et ça, je pense que c'est très important. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le développement qu'on a eu dans les 30 dernières années a eu des externalités négatives extrêmement dures, mauvaises en termes sociaux. On a construit une société très individualiste. On a pensé que finalement, l'État, c'était le dernier truc dont on s'occupait, parce que finalement, tout marchait bien si on s'occupait de soi. Et donc, on est arrivé à la fin d'un truc. En France, les aides sociales, c'est 32% du PIB. 32% du PIB. Alors, on est tous en train d'en profiter, hein. Je veux dire, vous comme moi. Mais quand même, 32%. Aujourd'hui, le budget de l'État, c'est 453 milliards, l'État régalien. Le budget des aides sociales, c'est 850. 850 milliards. Voilà. Le bouclier énergie, qui a permis à Mme Michu d'avoir de l'essence à moins 2 € le litre dans son réservoir. En 2023, vous allez sur viepublique.fr, vous verrez, 85 milliards d'euros dépensés par l'État pour le bouclier énergétique. C'est 2 fois le budget de la défense de 2023. Donc l'ennemi, il est dans le réservoir, il n'est pas en Ukraine. Hein. Voilà, mais donc les externalités négatives, et aujourd'hui c'est très très difficile de faire passer un système qui a été autant drogué aux aides sociales à un système où ça se passera autrement. Et en plus, je vous passe les retraites, les machins, est-ce que ce système est viable, est-ce qu'il va pouvoir continuer à fonctionner comme ça? Rien n'est moins sûr. Dans les externalités négatives, il y a la question des ressources et donc de l'accès en fait aux matériaux, et même si vous voulez notre propre transition écologique, fondée sur la batterie, sur l'éolien, etc., vous regardez d'où ça vient, vous allez comprendre qu'on a un léger problème. Voilà, ça ne va pas se passer de manière très simple. Et donc, voilà, c'est bien de rouler en vélo à Paris, c'est hyper branché, surtout avec une batterie, on va vite, mais ça va pas durer bien longtemps. En tout cas, ça va être compliqué sur le plan géopolitique. Autre externalité négative, c'est le développement, c'est le délitement, en fait, de la sphère publique, notamment médiatique, on va dire sociopolitique. Et notamment, les réseaux sociaux ont
une part énorme dans cette affaire-là. J'ai discuté avec plusieurs personnes qui reviennent du monde des GAFAM et qui sont quand même effarées par les outils de destruction massive de la démocratie que ces outils-là ont par leurs algorithmes. Et donc on le voit, c'est-à-dire qu'aujourd'hui vous avez une fragmentation des partis, c'est la fracturation hydraulique des partis, et aujourd'hui on gouverne le pays avec une majorité, regardez avec quelle voix le président a été élu, à la fois la première et la deuxième, c'est juste terrifiant. En fait, les gens sont complètement morcelés. Et donc, aujourd'hui, le fondement démocratique est aujourd'hui en grande difficulté. Vous voyez l'arrivée de Trump. Si vous ne l'avez pas lu, vraiment, ne sortez pas de cette école sans avoir lu le bouquin de Giuliano De Empoli qui s'appelle « Les ingénieurs du chaos ». Ça vaut 10 € en poche. Vous allez changer votre monde sur le réseau des sociaux, votre regard sur le monde des réseaux sociaux. Il raconte comment Trump, Bolsonaro, Boris Johnson ont été en Italie voir le mouvement 5 étoiles, Beppe Grillo, et en fait ils ont acheté des ingénieurs en thermodynamique qui ont modélisé les réseaux sociaux et qui ont réussi à influencer les opinions. Hillary Clinton, à l'élection présidentielle, elle avait 60 000 messages Facebook ciblés. Trump en a fait 6 millions. Et je pense qu'à la prochaine, ça va être 10 fois ça. Voilà, donc retour des externalités négatives. Et c'est là où je vous dis, votre génération, c'est intéressant parce que vous allez devoir réincorporer ça chez vous, chez nous. Tous ces trucs qu'on a dit, on s'en fout. Et en fait, il va falloir les reprendre, et ça va provoquer des changements profonds de société. Vous regardez la crise des agriculteurs, c'est quand même assez intéressant. C'est-à-dire que c'est le choc entre un normatisme européen sur fond scientifique, où on dit pour continuer à bouffer des carottes non bio, etc., il faut arrêter les engrais, les pesticides, etc. Ça se défend. Et puis de l'autre côté, on a un ultralibéralisme qui fait que à Rungis, le poulet brésilien est à 2 € alors que le poulet de Brest est à 8. Et donc l'agriculteur de Brest, lui, il vend que dalle, sauf s'il a des aides. Il y a une étiquette de Super U là, qui a tourné sur Internet. Vous aviez le veau semence française, né en Autriche, grandi au Brésil, abattu aux États-Unis, découpé en France. Et c'était une barquette du Super U de Metz. Voilà, vous voyez le truc. Et à 10 € le kilo. Voilà. Super. Voilà, donc voilà à peu près le système dans lequel on est. Alors, deuxième grosse caractéristique en fait, dans mon système d'explication, c'est la prime à la transgression. Vous connaissez l'histoire de la boîte de Pandore. Pandore, en fait, c'est Prométhée qui est puni par Zeus pour avoir volé le feu du ciel. C'est un peu notre époque. Et donc, on présente Pandore, et Pandore ouvre sa jarre, et c'est tous les désordres qui sont en train de se répandre. Donc, si vous voulez, grosso modo, aujourd'hui, c'est ça, en tout cas pour le militaire que je suis, c'est le principal problème, c'est aujourd'hui, c'est la prime à la transgression. C'est-à-dire que c'est un peu une manif qui dégénère. Donc au début de l'après-midi, on est avec les banderoles, on gueule un peu, on a les mégaphones, et puis ensuite, ça commence à chauffer, et à la fin, même un bon père de famille, il balance un caddie dans une vitrine, il récupère une paire de Nike. C'est arrivé à Londres, hein. Je parle à Londres, les émeutes de 2011, c'était des gens qui avaient des salaires à plus de 3 000 € qui ont défoncé des rues entières pour faire les magasins. Voilà, c'est un peu ce qui est en train de se passer. C'est-à-dire que les transgressions, je vais parler du chimique, des armes balistiques, etc., on va chaque jour un peu plus loin, et finalement, ce qui était interdit hier devenant permis, pourquoi pas s'y mettre. Et donc, c'est quoi? C'est le rapport coût-bénéfice de la rupture des règles qui est très favorable, l'utilisation des technologies, je vous en ai parlé, et puis il y a peu de forces de rappel efficaces. C'est-à-dire qu'il y a peu aujourd'hui, même à des trucs comme l'Union européenne, comme l'ONU est bloquée depuis la Libye. Depuis la Libye, il n'y a plus une résolution contraignante de l'ONU, puisque les Chinois et les Russes posent le veto. Alors que faire? Et je vais terminer sur quelque chose de positif. Voilà, parce que je vous ai quand même un peu assaisonné de trucs pas drôles. Alors, je vais vous donner quelques idées. La première chose, c'est de prendre conscience des enjeux et de nos atouts. Alors, souvent, je dis, quand on se regarde, on se désole, et quand on se compare, on se rassure. Dans le domaine de la défense, la France, c'est la première d'Europe. Ça va mieux en le disant. Donc on n'est pas forcément super fort, mais on est quand même les premiers, et on est une armée qui a suffisamment d'expérience au combat pour dire aujourd'hui qu'y compris dans l'OTAN, excepté les Américains, on est probablement les plus fiables et les plus sérieux en termes de contribution. Dans le domaine du nucléaire, civil et militaire, nous sommes une puissance reconnue, et le virage qu'a fait le président depuis 2022 est un virage salutaire qui fait que, notamment en carbone, on va quand même maîtriser notre destin. En termes d'énergie disponible, on va maîtriser notre destin. Et donc, on a de très beaux atouts. Malgré la désindustrialisation, nous avons gardé des ingénieurs de très haut niveau. Et donc, vous regardez aujourd'hui, dans le spatial, dans l'aéronautique, dans la biologie,
En informatique, j'étais à l'INRIA, on a des champions quand même en termes de crypto, en termes de maths appliquées, etc. Donc on ne part pas de zéro, quoi. Et puis dans le domaine du climat, je vous citais Madame Masson-Delmotte, qui est à quelques kilomètres d'ici, numéro 2 du GIEC. Et donc on a aussi des chercheurs, des scientifiques de première renommée. Prendre conscience des enjeux et nos atouts. Deuxième idée, c'est éviter la contagion du chaos. Je vous l'ai rapidement dit. Sur un plan géopolitique, c'est retrouver la crédibilité qui est nécessaire pour que notre capacité d'influencer ne soit pas que des mots. Et ça, c'est peut-être, en tout cas pour nous, les militaires, la chose la plus importante. Troisième point, changer de méthode. Et ça, je crois que c'est peut-être le plus important, et c'est là où je mise à fond sur vous. Einstein disait la définition de la folie, c'est appliquer les mêmes règles et espérer des résultats différents. Voilà. Donc, ne soyez pas fous, changez les règles. Changez les règles, faites autre chose. Donc, c'est pas, si on en est là, c'est parce qu'on a appliqué un certain nombre de règles. Donc, si on veut changer, il faut changer les règles. Il faut changer les siennes, soi-même. If you want to change the world, make your bed. Je ne sais pas si vous connaissez l'histoire. Mais donc, changez vous-même, changez les règles, regardez les choses de manière différente, et à partir de ce moment-là, les choses changeront. Donc là-dessus, sur changer les méthodes, trois points, et puis je conclurai. 1, accepter la complexité. Je pense que c'est une illusion dans notre monde de croire à la simplicité. C'est juste débile, quoi. C'est-à-dire, on a créé un monde compliqué, ok, assumons-le. On a un monde hyper connecté, où un battement d'aile de papillon médiatique à un bout de la planète crée un désordre de l'autre côté. Voilà, c'est comme ça. Et il y a des outils pour y faire face. Les outils, c'est ce que moi j'essaie humblement de mettre en œuvre à l'état-major des armées, ce que j'appelle l'approche holographique des problèmes. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un mec qui a raison. Il faut se mettre autour. Et en fait, en faisant le tour, en étant chacun sur un axe du problème, on va découvrir la complexité du truc et la totalité du tout. C'est souvent, je prends l'exemple d'une bouteille. C'est-à-dire la bouteille qui est là, en fonction de l'angle à laquelle vous la voyez, vous allez voir des choses différentes. Moi, je vois la composition chimique. Celui qui est là, il va voir le code barre. Celui-là, il va voir Vittel. Et puis, à un moment, un angle, il va même pas voir. Il va voir que dalle. Ce dessous, il ne sait pas quelle marque c'est. Dessus, pareil. Enfin, voilà. Donc, l'exemple de la bouteille, c'est que tant que vous ne l'avez pas regardé sous tous les angles, vous ne savez pas vraiment ce que c'est. Et vous ne savez pas de quoi vous parlez. Approche holographique des problèmes. Ça veut dire qu'il faut former des équipes pluridisciplinaires. Il faut travailler en équipe. Il faut faire confiance aux gens. Et parfois, c'est peut-être le plus con de la bande qui va vous donner la meilleure idée. Le mec qu'on regarde, il n'a pas l'air très malin, mais en fait, il va vous dire un truc auquel vous n'aviez pas pensé. Et donc, ce que je vous dis, voilà, n'ayez pas l'esprit en forme de marteau, parce que sinon, vous allez voir le monde en forme de clou. Voilà. Donc, ce n'est pas les vieilles règles qu'il faut appliquer. Deuxième chose, de repenser notre rapport au temps, et ça, je crois que c'est très important. Ce n'est pas parce que c'est pour dans longtemps que ce n'est pas urgent. C'est-à-dire qu'on a rejeté, et ça aussi, c'est une grande caractéristique du cycle d'avant, c'est que tous les problèmes importants et sérieux, notamment les externalités, on disait, on verra plus tard. Aujourd'hui, ça devient urgent de s'occuper de ce qui se passe dans longtemps, même si c'est incertain. Et ça aussi, quand on a 20 ans, on comprend. Quand on en a 60 ou 70, on se dit, bon, en fait, ça va encore durer 10 ans, et en fait, on s'en fout. Voilà. Et c'est le grand problème qu'on a aujourd'hui, c'est que l'âge moyen de la planète fait qu'il y a plus de gens qui s'en foutent que de gens qui ont décidé de prendre le taureau par les cornes. Ce rapport au temps, c'est vraiment un pilotage de l'urgence. Moi, c'est ce que j'ai remis à l'état-major des armées. Je dis, maintenant, on va piloter tous les dossiers par le temps. Donc, je préfère avoir 80% juste maintenant que 100% dans 2 ans. Voilà, tout le temps. Et donc, je leur dis, OK, c'est quoi le problème? Pourquoi est-ce que le truc, vous me dites, c'est dans 3 semaines? Est-ce que ça ne peut pas être fait ce soir? Ah, bon, voilà. Donc, par exemple, les comptes rendus de réunion, je dis, je voudrais le compte rendu ce soir. Bien, on ne peut pas, etc. Ben, du coup, je leur dis, très bien, je le fais. Et puis, je le mets en procédure silence. Donc, demain matin à 8h, les gens qui ne sont pas d'accord, tant pis, ça sera le compte rendu. Voilà. Pour reprendre, en fait, de la... Alors, vous me direz, c'est mettre de la pression sur les équipes. Mais en fait, combien de fois on repousse à plus tard et donc, on ne décide pas. Repousser notre rapport au temps. Et troisième idée, avant ma conclusion, c'est modifier notre rapport au risque. Et ça, je crois aussi que c'est très important. Vous êtes dans une, je dirais un peu un gros mot, mais on est un peu dans une société de vieux où en fait, on ne veut prendre aucun risque. Donc dès qu'il y a un risque, c'est un drame. On met un juge, on met les gens en examen, on rajoute des normes. Aujourd'hui, c'est l'enfer des normes. On n'a jamais produit autant de normes dans le monde que dans les 20 dernières années, dans les 10 dernières années. Moi, je me suis occupé, j'étais au cabinet quand il y a eu le Covid. Les conseillers d'État m'ont dit on a produit autant de normes pendant le Covid que l'ensemble de ce qui avait été produit depuis la Ve République. Vous voyez le truc? Et je me souviens des réunions interministérielles sur oui, on va faire un arrêté pour permettre pendant le Covid à déroger à ce que les gens puissent aller sur les plages pendant les marées de coefficient 120 parce qu'il faut mettre les corps morts pour pouvoir avoir les bateaux pendant les vacances d'été. Tout a été réglementé, tout.
Voilà. Donc repenser notre aversion au risque. Et donc derrière, souvent après je le prends avec l'angle aéronautique, mais c'est de passer de la sécurité aéronautique, qui est ce qu'on appelle le fail safe, c'est en fait un truc qui ne tombe jamais en panne, à un truc qui est safe to fail. C'est-à-dire qu'en fait un truc où la panne fait partie du système. Et c'est là où, si vous voulez, les rapports du risque, c'est ce que j'ai fait au cabinet de la ministre pendant le Covid, c'est se forcer à regarder les worst case scénarios. On dit, en fait, le pire peut arriver, il ne va pas arriver forcément, mais on va le regarder. Et donc, à partir de ce moment-là, on va mettre en place ce qu'on appelle des mesures de mitigation. On va dire, OK, en fait, on l'a fait pendant le Covid. On a dit, OK, s'il n'y a plus d'électricité, qu'est-ce qui se passe? Donc, il n'y a plus de bouffe. Et là, et d'ailleurs, il n'y a plus de flics pour protéger les dépôts. Donc, voilà. Donc, on a regardé, OK, l'électricité. Donc, on a fait un tour avec EDF. On a regardé, c'est quoi votre plan d'entretien des centrales? Est-ce que vous êtes sûr de nous garantir pendant 2 mois de confinement le fait qu'on aura de l'électricité? Oui. Bon, OK. Donc, en fait, c'est pas si grave. Mais on avait fait le tour. On avait réfléchi à cette question-là. Et on a fait ça de manière assez régulière. Donc ça veut dire que derrière, on va changer les curseurs. On va dire il faut des stocks. Typiquement, l'affaire des masques, vous connaissez, quoi. C'est quand même une affaire où on a dit tous ces trucs-là, ça coûte cher, ça ne sert jamais à rien. Bon, paf, 2 ans avant, on avait décidé qu'on ne se paierait pas les masques. Vous avez vu ce que ça avait donné. Donc il faut se réapproprier des questions qu'on avait larguées, les questions des stocks, les questions de la standardisation, la question de la frugalité technique. Par exemple, dans l'armée, j'ai imposé, quand j'étais chef d'état-major de la marine, des opérations sans satellite. En disant, un jour, on n'en aura plus. Donc, on va faire des trucs où plus de télécom satellite. On a retrouvé d'autres trucs. On a retrouvé la HF, etc. Des trucs des années 80. Frugalité technique, simplicité tactique, et donc de mettre en place des systèmes où la chaîne de commandement, enfin la chaîne de décision, connaît des difficultés extrêmement sérieuses. Quand l'USS Cole, donc là aussi vous n'étiez pas né, à Aden, une frégate américaine, se fait exploser par un bateau terroriste, ils ont 19 morts. Le bateau a un trou de la taille de l'écran dans la coque. Tout s'arrête, il n'y a plus d'énergie, il y a des feux, il y a des blessés, des mecs en morceaux, etc. Il n'y a plus de moyens de commandement parce qu'il n'y a plus d'énergie, donc on ne peut plus avoir un interphone, on ne peut pas appeler les pompiers, on ne peut pas donner des ordres. Et là, l'équipage, ils sont 300 à bord, les officiers prennent des équipes, ils constituent des brancardiers, des équipes de secours, etc. Et ils redémarrent les trucs. Et ils n'étaient pas commandés, en fait. Ils se sont démerdés pendant 2-3 heures de manière totalement, on va dire, non organisée, mais organisée quand même, parce que ça fait partie de la culture, de réagir quand il y a un truc qui ne marche pas du tout. Voilà. Et ça, je crois que c'est quelque chose d'important qu'on va devoir redécouvrir. Et donc, si vous voulez, pour terminer sur le risque, ce que je dis souvent à mes troupes, c'est la phrase de Kipling qui dit « prendre un maximum de risques avec un maximum de précautions ». Le risque n'est pas en soi un problème. En fait, ce qui compte, c'est d'abord d'y penser et de se dire « ok, je sais ce que je fais ». Ce qui est débile, c'est de faire des trucs où on ne connaît pas le risque, mais on peut faire des trucs très risqués en connaissance de cause. Donc, conclusion, et je vais aller très vite, je vais vous citer 2 citations que j'aime bien, qui me permettent de résumer mon exposé. La première, c'est Michel de Jéguer, c'est un ancien journaliste du Figaro, qui est un spécialiste du monde romain. Il a écrit « La fin de l'Empire romain d'Occident ». Et il dit « L'Empire romain est entré en agonie lorsque les citoyens ont cessé de correspondre à ce qui avait été sa raison d'être, lorsqu'ils n'ont plus été réunis que par le désir de bénéficier des bienfaits d'un régime dont ils ont eu la naïveté de croire qu'il se soutiendrait lui-même sans qu'il soit nécessaire de le défendre. » Voilà, je pense que nous pouvons nous poser cette question aujourd'hui. Et je terminerai, parce que je voudrais être positif, il y a 2400 ans, Thucydide disait « La force de la cité ne réside ni dans ses remparts ni dans ses vaisseaux, mais dans le caractère de ses citoyens. » C'est la raison pour laquelle je compte sur vous.